Et pour parler de cela, nous avons en ligne docteur Nadim Samna, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, on voudrait parler de la transformation numérique et de ses apports dans le monde en général. Je pense que tout le monde remarque aujourd'hui la digitalisation des services de l'État et commence à faciliter vraiment la vie des citoyens. Mmh. Et c'est vrai que tous les ministères proposent aujourd'hui des services, ce qu'on appelle des services numériques. Mmh. On peut parler de plus de spécificité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour extraire les cartes d'identité, on peut faire la demande en ligne et ça arrive jusqu'à la maison, on n'a pas besoin de se déplacer. Aujourd'hui, il y a, si on veut faire une procuration, on peut demander pour qu'un employé de l'état civil vienne et fasse la procuration et on n'a pas besoin de se déplacer, donc ça évite les mouvements de foule, ça évite le trafic, ça évite plein de choses. Là, pour les entreprises, il y a beaucoup de demandes qui se font en ligne et avec des paiements en ligne et ça qui arrive par la poste. Donc c'est vraiment très très pratique. Oui, mais justement, comment cela se reflète sur l'économie et comment cela, quels sont les avantages que cela apporte aux citoyens? On a compris, bien entendu, qu'il peut ne pas se déplacer et faire tout ça, mais quels sont les avantages qu'il apporte à l'État? Les avantages sont incalculables, hein, que ce soit pour les utilisateurs. Vous avez dit, il n'y a pas de déplacement, on gagne beaucoup de temps, on ne dépense pas inutilement dans les transports, mais c'est surtout le temps. Hein. Et surtout pour l'État, là, quand vous avez une opération complètement digitalisée, elle est beaucoup plus rapide, donc la capacité de l'État à traiter des opérations augmente et on a besoin de moins de personnes, mais en même temps, la qualité est supérieure parce qu'il n'y a plus le facteur humain qui peut introduire des erreurs. Donc les erreurs sont reproduites. Et puis toute la partie financière, à chaque fois compter l'argent, déposer l'argent dans la banque, il y a toujours des erreurs, il y a toujours il y a toujours un facteur humain important. Alors qu'avec la digitalisation, l'argent est encaissé directement sur le compte bancaire de l'État instantanément quasiment. C'est plein d'avantages. Et puis en plus, il y a beaucoup de services qui sont nouveaux, qui peuvent être proposés uniquement par les voies numériques. Donc c'est peut-être, on n'a pas encore atteint ce stade, mais ça va venir. Et le fait d'avoir une infrastructure déjà de services numériques, ça permet d'aller vers cette direction. Et il y a aussi on va dire la collaboration, la coopération entre les différents ministères qui peuvent utiliser aussi les voies numériques au lieu de demander à l'utilisateur d'aller se déplacer à chaque ministère pour obtenir une validation, une confirmation. C'est directement les services des ministères qui sont coordonnés sur la même plateforme pour livrer une validation finale à l'utilisateur. D'accord. Est-ce que cela, bien entendu, vous avez dit tout à l'heure, pour minimiser l'erreur humaine ou l'ingérence humaine, est-ce que cela veut dire que d'ici quelques ans, on peut se passer de certains fonctionnaires de la fonction publique qui seront remplacés justement par une intelligence artificielle? Je pense que l'intelligence artificielle, c'est encore... on n'est pas à ce stade-là. Par une transformation digitale, si l'on peut dire. Ou numérique. Il n'y a pas de remplacement de fonctionnaires. Je pense que il y a des fonctionnaires qui vont apprendre des compétences, qui vont devoir avoir d'autres types de fonctions avec d'autres compétences. Et l'idée, c'est... c'est toujours être agile, essayer d'augmenter la valeur des fonctionnaires pour qu'ils puissent à la fois augmenter le volume, parce que là, l'Égypte, c'est un pays qui a une croissance démographique importante, donc il faut toujours
plus de services pour servir cette population. Donc, chaque fonctionnaire, avec la transformation numérique, va pouvoir augmenter sa productivité. Et je crois que c'est le mot clé, c'est productivité. Et à la fois améliorer le volume des opérations traitées, mais aussi augmenter leur qualité et en plus augmenter aussi et avoir de nouveaux services. En plus, je pense qu'il y a beaucoup aussi de fonctions qui sont pas forcément bien gérées ou qui ne sont pas assurées aujourd'hui parce que on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas assez de fonctionnaires. Voilà, donc ça, c'est une occasion aussi pour développer ces services. Après, il y a peu de fonctionnaires. On a peut-être l'image des fonctionnaires qui sont dans des ministères qui traitent avec les utilisateurs des citoyens, mais le gros des fonctionnaires, ça reste par exemple les instituteurs. Je veux dire, là, on a toujours besoin d'instituteurs, on a toujours besoin de cette fonction, et même le nombre doit augmenter pour pouvoir réduire la densité des classes et le fait d'utiliser ces moyens modernes d'enseignement. Ça va améliorer la qualité de l'enseignement, mais on ne peut pas passer de l'enseignement classique en classe tout de suite. C'est vraiment, les enfants ne peuvent pas apprendre des ordinateurs ou des tablettes. En tout cas, on a fait l'expérience pendant la crise du Corona où il y avait des écoles qui ont dû fermer et qui ont utilisé l'enseignement à distance. C'est pas du tout la même qualité que l'enseignement dans une classe, avec une interaction avec les instituteurs. Bon, est-ce que vous pensez que cette transformation numérique est accompagnée d'une certaine stratégie pour le marché du travail? Bien sûr, c'est là que la transformation numérique a besoin de nouvelles compétences et ça donne aussi une indication, une orientation pour les jeunes diplômés pour qu'ils puissent développer les compétences qui sont demandées par cette transformation numérique. Donc de base, bien sûr, pouvoir utiliser un ordinateur. Aujourd'hui, il faut, là, n'importe quelle personne qui veut travailler dans un bureau a besoin d'utiliser correctement l'ordinateur et tout ce qui est outils de traitement de texte et tous les outils qui sont utilisés dans un ordinateur. Et puis bien sûr développer l'anglais comme compétence ou les langues étrangères de manière générale, mais surtout l'anglais. Il faut pouvoir comprendre tout le concept de transformation numérique. Qu'est-ce que ça veut dire des serveurs, qu'est-ce que ça veut dire des paiements électroniques. Donc l'idée c'est donner des vocations à ceux qui veulent travailler à améliorer leur conditions pour acquérir des compétences demandées par la transformation numérique. D'accord, mais concrètement sur le terrain, comment est-ce que ces compétences sont véhiculées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a par exemple de nouvelles filières éducatives qui sont ouvertes, d'autres qui sont annulées puisqu'on n'en a plus besoin? Les programmes scolaires contiennent plus d'informatique et plus d'équipements informatiques pour préparer. C'est-à-dire, sur le terrain, comment ça se passe? Comment nos citoyens ou nos jeunes citoyens seront-ils préparés à cette transformation? Tout ce que vous avez dit est vrai. Hein. C'est le volume des heures d'enseignement informatique a augmenté ces 10-20 dernières années. On a vu que le ministère de l'Éducation a introduit les tablettes comme moyen moderne pour passer les examens, pour réviser, pour aussi les interactions pour les devoirs, etc., et pour soumettre les projets. Donc tout ça, ça développe des compétences pour la jeunesse et les élèves pour qu'ils puissent ensuite appliquer ces compétences en entreprise. C'est tout ça. Après, chacun, ses moyens. C'est sûr que le nombre d'ingénieurs formés aujourd'hui en Égypte
dépasse de très largement les nombres d'ingénieurs qui étaient formés par l'élite il y a 10 ou 15 ans. Mhm. Il y a aussi tout ce qui est technicien, tout ce qui est on va filière technologique. Il y a aussi il y a plein de filières qui sont très 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 spécialisées, qui pullulent dans les universités qui ont été créées ces dernières années en Égypte. Donc là, juste un point, là, l'Égypte avait à peu près 70 ou 80 universités. Il y a un objectif de monter ce nombre à 130 universités. Mhm. Donc, toutes les nouvelles universités vont s'attaquer à des nouvelles disciplines. Et des universités technologiques aussi. Ben, voilà, il y a l'université de Kafir, c'est une unité sur l'intelligence artificielle. Il y a une nouvelle université à Beni Suef. Mhm. En tout cas, il y a des nouvelles universités, c'est sûr, qui s'attaquent à l'enseignement technologique, disons la transformation digitale au sens large. Mhm. Et pour les utilisateurs maintenant, les citoyens, comment est-ce que, surtout avec une tranche de la population la plus vulnérable, où on a quand même un nombre assez important d'analphabètes, comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser ces services? On va dire les services classiques standards sont toujours présents, sont toujours offerts aux citoyens. Donc pour tous ceux qui n'ont pas la capacité d'utiliser un ordinateur ou un téléphone portable, ils peuvent toujours s'adresser au service public avec les moyens classiques. Maintenant, ils peuvent toujours être aidés par des proches et c'est question d'apprentissage. C'est pas très compliqué, mais il y a un apprentissage et pour des services simples, essentiels, même les populations vulnérables arrivent à apprendre et très vite trouvent l'intérêt à acquérir ces nouvelles compétences. Et je peux citer par exemple la réception de la retraite sur des portefeuilles électroniques ou sur le compte bancaire. Ça, été mis en place et les citoyens, même analphabètes, peuvent très bien utiliser ces services, ils profitent de ces services déjà, au lieu du classique, aller chaque mois à la banque pour retirer l'argent, pour attendre dans des files d'attente interminables pour retirer sa retraite. Aujourd'hui, la retraite, elle se trouve directement sur le portefeuille électronique. Après, la personne, elle peut retirer l'argent tout de suite ou attendre, dépenser à ses besoins. C'est valable pour toute la population, même, comme vous avez dit, les analphabètes et les populations vulnérables. Cela fait à peu près 2 ans maintenant que nous expérimentons dans beaucoup de services publics, surtout pour les permis de voiture, les licences des voitures, etc. Quel est le résultat de cela sur le citoyen? Est-ce que cela lui rend un service meilleur? Cela a certains points qui ne mettent pas le citoyen à l'aise? Comme vous l'avez dit, je pense que le terme expérience est le bon terme. Hein. Alors, il y a des services qui sont réussis et représentent un succès immédiat. Il y a d'autres qui ont besoin d'apprentissage et besoin d'ajustement pour faciliter encore plus la vie aux citoyens. Et il y a des services où peut-être la mise en place n'était pas heureuse et il fallait faire des changements profonds. Il y a des services qui ne sont pas encore digitalisés, donc n'ont pas encore été numérisés. Il y a tous les cas de figure, mais c'est sûr que la tendance, en tout cas à moyen long terme, elle va vers plus de digital, plus de numérique. Dernière question, quel est l'impact de cette transformation numérique sur l'environnement?
Alors l'environnement, enfin, c'est sûr, lorsqu'on réduit les transports, on réduit les transitions, on utilise moins de voitures, on consomme moins d'essence, donc on émet moins de carbone. Qu'au final, ça réduit l'empreinte carbone de l'Égypte. Ça, c'est évident. Après, ce genre de mesure est très compliqué et très, disons, c'est pas évident, surtout que la transformation digitale, elle n'arrive pas d'un coup comme ça. C'est un processus graduel sur une très longue période. Bon, on sera coupé maintenant à cause de l'appel à la prière. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on se retrouve dans quelques minutes.